Un port aux larges passes est éclairé par le soleil couchant. Le spectateur se trouve sur le rivage. Son regard est orienté d'est en ouest vers le large. La ville, de style italien, pourrait être un port de la côte tyrrhénienne. Diverses constructions s'échelonnent sur la partie gauche. Un petit temple, le portail à 2 colonnes toscanes est surmonté d'une balustrade ornée. 2 arbustes en pot à la mode romaine en marquent les angles. Au-dessus, une horloge à une seule aiguille. Elle est encadrée de 2 pilastres à chapiteaux doriques et surmontée d'un fronton triangulaire portant un écusson. Sur le côté, dans des niches, des statues antiques. Au second plan, une grande villa Renaissance posée sur des fondations d'épaisse maçonnerie à bossage. On y accède par 2 escaliers à double volée. Une terrasse plantée d'arbustes s'étend devant la façade qui regarde vers la mer. Le bâtiment est surmonté de 4 tours d'angle, bordées de balustrades et ajourées sur leurs 4 côtés par des baies en ogive ronde. À l'arrière-plan, d'autres architectures, un phare, une tour carrée. À l'opposé, un fortin rond ceint d'une muraille carrée et crénelée. Le port est bordé de quais aux larges marches et au premier plan, d'une grève plate où affleurent quelques rochers et où l'on distingue cailloux, coquillages, planches et débris. Près du temple, sur la gauche, la poupe caractéristique d'une galère qui a été tirée au sec pour des opérations d'armement. À côté, la membrure d'une barque en cours de construction. Dans une darse étroite, située entre les quais qui bordent le temple et ceux de la villa, 2 navires sont amarrés. Plusieurs tartanes à un mât et à voile latine sont rassemblées au pied de la villa. 2 navires sont au mouillage dans les passes. Sur la droite, à l'abri du fortin, un grand bassin montre une rangée d'autres tartanes. Tout près de la grève, 2 gros navires sont au mouillage. Ils sont bord à bord, tête bêche. Les gabiers qui manœuvrent dans les gréements achèvent de rentrer les voiles. La proue du premier navire est ornée d'une tête de dragon. Les pavillons de l'ordre de Malte flottent au perroquet de Beaupré et au mât de Misaine. Au lieu du nom et de l'emblème habituel, le tableau du second navire ne porte qu'un écusson à 3 fleurs de lys, identique à celui qu'on peut voir au fronton du temple. Sur le pavillon qui flotte à son mât d'artimon et à son grand mât, à nouveau les 3 fleurs de lys. Plusieurs embarcations accostent les navires. Une barque déjà chargée de barils s'approche de la grève. Un homme appelle, un autre s'apprête à sauter à terre. Des personnages importants viennent de débarquer. Ils sont assis sous un dé dans une barque propulsée par 4 rameurs. Un homme dans une barque s'éloigne et fait un signe d'adieu. Partout autour du port, des personnages déambulent, se rassemblent, parlent. Assis sur des malles, 2 femmes, un homme et un enfant. L'homme joue du luth. À leurs pieds des fiasques, un autre luth, une guitare. Un peu plus loin, 3 personnages. Un homme soulève son chapeau, 2 autres sont en train d'échanger une pipe. L'un porte l'épée, signe de noblesse, l'autre un costume oriental. Un groupe plus important est composé de 7 personnes. 2 rustres sont en train de se battre, pendant qu'un 3e appelle à l'aide. 2 gentilshommes, portant chapeau, bottes, cape et épée, s'apprêtent à les séparer. L'un, qui porte un pourpoint brodé, des lunettes et des moustaches frisées, fait un signe de la main. L'autre est en train de tirer son épée. Derrière eux, un homme tient une badine à l'aide de laquelle il semble donner des ordres aux matelots. Il se protège les yeux du soleil avec son chapeau. Devant lui, un homme assis face au soleil couchant se retourne au bruit de la bagarre. Enfin, assis un peu à l'écart sur une barque retournée, 2 dessinateurs sont en train d'observer tout le paysage. Le tableau est signé sur le côté d'un tonneau, Claudio Invenit, Roma, 1639. À côté des quelques 300 tableaux de Claude qui subsistent, on connaît de lui plus de 1200 dessins. Soit des esquisses rapides, soit des études d'arbres, d'animaux ou de paysages, soit des dessins se rapportant à des tableaux précis. Certains dessins
semblent être des compositions à part entière. Ils utilisent des techniques très diverses, plume et lavis brun, plume et lavis brun avec rehaut de blanc, plume, encre grise, lavis brun avec rehaut de blanc sur papier bleu, plume, lavis gris et rehaut de blanc sur papier teinté brunâtre. L'indication de mise à carreaux à la pierre noire. Des gens envieux et avides d'un profit mal gagné lui volèrent son idée. En outre, ils imitèrent sa manière et en vendirent des copies dans Rome en les faisant passer pour des originaux de sa main. Il décida de faire un recueil et il commença à recopier les inventions de tous les tableaux qu'il vendait, en y exprimant, avec une touche vraiment magistrale, le moindre détail du tableau proprement dit, en y notant aussi le nom du personnage pour lequel il avait été fait, et, si je me rappelle bien, le prix qu'il en avait reçu. Il donna à ce livre le nom de Libro d'invenzioni, ovvero Libro di verità. Tableau pour Rome. Tableau fait pour l'excellentissime seigneur le prince Pamphili. Tableau fait pour l'évêque de Montpellier. Claude se servait sans doute aussi de son livre comme d'un recueil thématique, et il recombinait les divers éléments de ses précédents tableaux pour fabriquer de nouvelles scènes. Ainsi, sur le thème du port, on connaît diverses variantes. Le Liber Veritatis, ou livre de vérité, est aujourd'hui au British Museum. Les dessins ont été détachés de leur reliure pour une meilleure conservation. Le port au soleil couchant porte le numéro 14. Il succède à un autre, la fête villageoise, qui est son pendant. Les tableaux étaient d'abord considérés comme des objets décoratifs, comme les vases, les chandeliers ou les fauteuils. Ils allaient souvent deux par deux. Et Claude les concevait en tenant compte de leur accrochage. Même ligne d'horizon, même taille des personnages, symétrie des masses, mais opposition de gamme de couleurs, de paysages ou de thématiques. Marine et paysage. La mer et la campagne s'opposent comme le couchant et le levant. Vue de port et Campo Vaccino. Ici, la mer et la campagne s'opposent comme les paysages de la Rome moderne et ceux de la Rome ancienne. Embarquement de Cléopâtre à Tarse et David sacré roi par Samuel, l'histoire antique est opposée à l'Ancien Testament. Le pendant du port était le paysage avec danse de paysans. Dans cette paire de tableaux, le peintre oppose la campagne à la mer, les paysans aux citadins, le matin au soir, les tons froids aux tons chauds. Les grandes masses, arbres ou architecture, sont disposées sur des côtés opposés, ce qui provoque une symétrie quelle que soit la façon dont les tableaux sont accrochés. Les trois quarts des tableaux peints par Claude ont été des pendants. Il existe deux versions du port au soleil couchant. L'une peinte en 1637 se trouve dans la collection du duc de Northumberland au château d'Olnwick en Grande-Bretagne. L'autre appartient aux collections du Louvre. En passant de la première à la seconde, Claude a transformé de nombreux détails. Il supprime l'arbre, réduit la porte, fait glisser le grand bâtiment derrière le petit, passe d'un ciel chargé de nuages noirs et de pluie à un ciel presque dégagé où planent des oiseaux, change le sens du vent qui soufflait vers la mer et qui souffle maintenant vers la terre, accentuant la force des vagues. Place le soleil plus au centre et plus haut, mais l'horloge qui marquait 5 heures marque désormais 7 heures. Ce détail peut signifier que la saison a changé, qu'on est passé de l'automne au printemps. Enfin, personnages, barques et silhouettes sont beaucoup plus petits dans la version du Louvre, ce qui en rend la perspective plus profonde. Les deux tableaux enfin diffèrent par les emblèmes que portent les pavillons et les écussons. Au verso du dessin du port dans son livre de vérité, Claude a écrit « Fait pour sa sainteté le pape Urbain ».
Maffeo Barberini appartenait à une grande famille romaine qui se distingua à l'époque par son faste. Élu pape en 1623, Barberini prit le nom d'Urbain VIII. Il s'entoura d'artistes de renom. Maderna, Borromini et Le Bernin se succèdent dans la construction du palais Barberini. Partout, les frontons, les plafonds, les murs, les fontaines portaient les abeilles du blason Barberini. Les abeilles sont même présentes au frontispice du dernier livre de Galilée, ami et protégé d'Urbain VIII, que ce dernier laissera malgré tout condamner sous la pression de l'Inquisition. Urbain VIII, qui a vu des tableaux de Claude chez le cardinal Bentivoglio, lui commande des toiles dont la paire formée par le port est la fête villageoise. Claude place donc les abeilles de Barberini en plusieurs endroits de son port. 2 ans plus tard, en 1639, il peint une seconde version de ces 2 pendants. Aucune trace de cette commande n'a été retrouvée. Comme elle montre des fleurs de lys à la place des abeilles, on en a déduit que le commanditaire était un Français, peut-être l'un des ambassadeurs de France à Rome à cette époque-là. Les 2 pendants se retrouvent dans les collections d'André Le Nôtre, le créateur des jardins de Louis XIV. Le Nôtre les offre au roi en 1693, avec une partie de sa collection de peintures et d'objets d'art. Les tableaux passent par diverses demeures royales. Ils entrent dans la collection du Louvre lors de la création du musée en 1793. Dans ses dessins préparatoires, Claude trace parfois des lignes géométriques. Il s'agit d'un carroyage assez simple qui partage le rectangle selon ses médianes et ses diagonales. La ligne d'horizon est presque toujours placée légèrement en dessous du centre du tableau. Le port mesure 1,03 m sur 1,37 m. Les navires, au centre et sur les côtés du tableau, permettent à Claude de placer toutes sortes de lignes fines, les mâts, les vergues, les haubans, les étais, et d'opposer parallèles et obliques, horizontales et verticales. Le point de vision est placé assez haut, ce qui suppose un spectateur se tenant nettement au-dessus de la scène. Claude crée un effet de perspective simple en faisant converger les lignes des architectures vers une zone proche du centre. Mais son système n'est pas uniforme. Plus les architectures sont éloignées, plus leurs perspectives sont rabattues. Ce déséquilibre, qui rappelle les perspectives corrigées des décors de théâtre, est peut-être destiné à renforcer la dynamique de la composition. La zone des points de fuite est proche du Soleil, mais elle n'est pas confondue avec lui. Si bien qu'au système des perspectives rabattues s'ajoute celui de l'éclairage, particulièrement sensible dans la zone des personnages. Le soleil couchant les éclaire à contre-jour et projette leurs ombres sur le sol. De la même façon, le dégradé des couleurs autour du soleil forme une sorte de cône de lumière. Couleurs, espacement des objets, éclairage rasant et perspective des architectures, tout concourt à produire une puissante illusion de profondeur. L'œil du spectateur est aspiré vers l'espace lointain de la mer et du couchant. Les personnages du premier plan sont disposés en groupes réguliers. Chacun des acteurs participe à l'équilibre de la scène. D'autres combinaisons auraient pu être inventées sans modifier la thématique générale du tableau. Claude se sert du ciel et de la mer comme s'il s'agissait d'une toile de fond de théâtre. C'est le fond qui construit le tableau. Bateaux et architecture viennent s'y inscrire comme des pièces rapportées. Lorsque le soleil est bas sur l'horizon, les rayons sont filtrés par une plus grande épaisseur d'atmosphère. La lumière perçue parcourt alors le spectre du jaune au rouge. Elle engendre de nombreuses combinaisons de couleurs et transforme les rapports entre les teintes habituelles des objets. De plus, l'aube ou le crépuscule sont les seuls moments où le peintre peut représenter le soleil, qui, le reste du temps, serait beaucoup trop éblouissant. Le soleil est ici obtenu à l'aide d'un jaune d'or, la couleur la plus claire de la palette. Claude peignait très soigneusement, superposant de nombreux glacis, jusqu'à obtention de tons pâles ou opalescents, caractéristiques de l'éclairage crépusculaire. L'illusion de profondeur est aussi renforcée par la différence de saturation entre les plans successifs.
Les personnages du premier plan sont traités en couleurs plus vives et avec des ombres plus brutales que les personnages de l'arrière-plan. À l'intérieur de ce système de couleurs, quelques touches plus saturées contrastent avec le reste du tableau. Le bleu du vêtement de la femme s'oppose à la dominante mauve et orange de l'ensemble. Claude passe presque toute sa vie à Rome. Il est voisin et ami de Poussin. Il partage avec lui bien des thèmes. Le paysage, les éléments naturels, les scènes mythologiques. Au moment où il peint ce tableau, Claude est installé à Via Margutta. Plus tard, il habitera tout près, Via Paolina, aujourd'hui Via del Babuino. C'est le quartier des artistes entre la place du Peuple, par Ouari les étrangers, et la place d'Espagne, au pied de la Villa Médicis et de l'église de la Trinité des Monts. La ville de Rome est à l'époque le plus grand centre artistique de la chrétienté. Les ruines des monuments de l'Antiquité affleurent partout. À mesure qu'étaient exécutés de grands travaux d'urbanisme, on découvrait sous terre les trésors des collections des empereurs ou des patriciens romains. Peintures, objets, inscriptions, statues grecques, hellénistiques ou romaines. Certaines œuvres auront une influence décisive. Au XVe et au XVIe siècle, la ville s'est couverte d'églises, de palais, de ponts. Claude invente des paysages imaginaires, mais il y place des éléments qu'il observe à Rome ou dans les campagnes proches. Dans un tableau, il insère la place du Capitole, dessinée par Michel-Ange un siècle auparavant. Dans un autre, il place la Villa Médicis, située juste au-dessus du quartier qu'il habite. Le port au soleil couchant n'échappe pas à ce mode de composition. Les fortifications portuaires, au loin, rappellent les remparts de Rome et le tombeau de Cecilia Metella sur la Via Appia, que Claude dessina plusieurs fois. Les tours carrées évoquent les nombreux campaniles de la ville. Le profil du phare rappelle celui de Gênes, peint par Claude. Le fronton triangulaire se retrouve à Sainte-Marie-du-Peuple ou à Saint-Louis des Français. L'horloge à une seule aiguille est d'un modèle courant à l'époque, visible encore aujourd'hui à la Trinité des Monts. La grande villa est elle-même composite. Les 5 arcs de la galerie sont ceux de la Villa Farnesina, une belle demeure construite sur la rive droite du Tibre, non loin du Vatican, et décorée de fresques de Raphaël, ainsi que de trompe-l'œil et de grotesques de divers autres peintres. C'est au Palais des Sénateurs que Claude emprunte l'escalier à double rampe et à 2 paliers que l'on retrouve dans un de ses recueils de dessins. Les maçonneries fortifiées du soubassement pourraient rappeler à la fois le tabularium, la base antique sur laquelle a été construit le Palais des Sénateurs, et les maçonneries à bossage de la fontaine de l'Orgue à la Villa d'Est de Tivoli. Comme les architectures, les navires sont composites. Les mâts du bâtiment ancré dans le bassin de gauche ou ceux du bâtiment au mouillage dans la passe sont beaucoup trop élevés. Les navires devraient chavirer. Ils sont sans doute exagérés par Claude dans un but esthétique. Les 2 navires situés sur la droite sont des 3 mâts, mais sont assez proches des représentations des gros navires de guerre de l'époque. Le premier montre un mât de beaupré surmonté d'un perroquet, innovation du début du XVIIe siècle. Claude peint les mâts comme s'ils étaient faits d'une seule pièce, alors qu'ils étaient construits avec des décrochements. Eux aussi sont trop élevés. Les 3 étages de voile sont respectés, mais les vergues ne sont pas proportionnées. Tous ces détails montrent que Claude a pu peindre ses vaisseaux de mémoire, ou bien en s'inspirant des gravures qui circulaient à l'époque. La mer évoque le renouveau cyclique, l'inconstance, la métamorphose, le miroitement des couleurs, mais aussi le départ, le retour, les dangers, les menaces, la mort. Les grandes explorations, les voyages, ont sensibilisé les hommes des XVIe et XVIIe siècles à l'océan. Les marées, les vagues, le lever et le coucher du soleil intriguent les savants.
Le rivage, la plage, le port deviennent des pôles d'attraction pour les touristes curieux, des motifs pour les peintres et les dessinateurs. Source de vie, résurrection, immortalité, temps cyclique, centre spirituel, œil du monde, Dieu ou roi, le soleil de toutes les mythologies se charge au temps de Claude d'une nouvelle valeur. Copernic, Tycho Brahe, Kepler ont, en moins d'un demi-siècle, changé l'image de l'univers. Galilée vient de mettre au point la lunette astronomique. On observe la Lune, on découvre les taches du Soleil. La Terre n'est plus au centre du monde, elle n'est qu'une planète gravitant autour du Soleil. Les astres perdent une part de leur mystère. La Vierge, peinte par Cigoli sur une des coupoles de Sainte-Marie Majeure, est debout sur la Lune, mais celle-ci est devenue galiléenne. Elle porte les cratères récemment observés à la lunette. Du vivant de Claude, Louis XIV deviendra le roi Soleil. Après Claude, les peintres oseront enfin regarder le soleil en face. Turner commence par imiter le peintre lorrain, puis il noie ses paysages dans des lumières de plus en plus fluides, de plus en plus éblouissantes. Chez certains peintres impressionnistes, le soleil est un thème central. En même temps, le coucher de soleil devient vite un stéréotype. La peinture exotique, l'affiche touristique ou politique, la photographie peinte, la carte postale. La peinture, art de l'espace, est à l'époque souvent comparée à la musique, art du temps. Instruments de musique et scènes de danse abondent dans les tableaux de Claude. La danse et la musique reflètent l'ordre de l'univers et imitent même, selon une croyance antique très en vogue à la Renaissance, l'ordre des étoiles et des planètes. La scène figurée par la fête villageoise pourrait évoquer le mariage du chêne, une fête calendaire italienne célébrée tous les ans en mai. Dans un cadre pastoral, les gens de la ville se joignent à ceux de la campagne pour danser. Dans le port, le groupe formé par le musicien et ses auditrices sert de contrepoint paisible aux autres groupes du premier plan où l'on crie, l'on s'interpelle, l'on se bat. Le monde peint par Claude est un monde qui rejette la violence, un monde bucolique, austère, où règne la concorde, une sorte d'Arcadie heureuse. C'est un thème qu'il partage avec son ami Poussin. Claude, qui vit à Rome pendant plus de 60 ans, assiste à l'explosion du baroque. La ville se couvre d'églises, de coupoles, de statues, de tombeaux, de fontaines, de nouvelles perspectives. Dans ses toiles, le peintre reste fidèle aux architectures classiques, celles de l'Antiquité romaine ou celles de la Renaissance. En s'inspirant de la Villa Médicis, il dépouille même la façade de ses ornements trop nombreux à son goût. Mais l'esthétique baroque influence peut-être le peintre d'une autre façon. Architectes et décorateurs trouvent dans la scène de théâtre l'occasion de mettre facilement en pratique les principes de la perspective qui passionnaient les artistes depuis plusieurs générations. À Rome, ville où le théâtre fut longtemps interdit par l'Église, les Barberini sont les premiers à construire une grande salle de spectacle dans leur palais, dont les machineries et les décors sont souvent considérables. Apparitions, disparitions, effets grandioses ou terrifiants, il y a à l'époque toute une codification du décor et de la machine de théâtre. Comment faire qu'un personnage se change en rocher ou autre? Comment faire que la mer, tout d'un coup, se soulève, s'enfle, s'agite et change de couleur? Comment faire apparaître des navires ou galères ou autres vaisseaux qui parcourent la mer? Malgré ses goûts et sa modération classique, c'est cet espace théâtral baroque que rappellent les tableaux de Claude, avec leurs bâtiments plantés de façon frontale comme des décors, leurs coulisses entreaperçues, leurs perspectives accentuées, leurs toiles de fond vivement colorées. Pendant que Bernin, Borromini ou Pierre de Cortone façonnaient dans Rome de nouveaux ensembles architecturaux, Claude, dans le cadre plus étroit de ses tableaux, inventait d'autres machineries de séduction.
Votre regard se prend au piège des lignes et des couleurs de la toile. Et déjà, vous n'êtes plus là, dans cette salle de musée bourdonnante, mais ailleurs, dans la musique d'une autre foule, dans la lumière d'un autre soleil.